Salam alaikum wa rahmatullah, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire gratuit organisé par la société Meet Academy. Donc, je pense que nous allons commencer notre webinaire. Donc, pour les autres participants, ils vont nous rejoindre, Inch'Allah, mais sinon, on peut déjà commencer. Donc, avant tout, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Déjà, je me présente, je m'appelle Younes Sbey, donc je suis le responsable développement de la société Meet Academy. Donc, pour tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois, bien, donc, Meet Academy, c'est une société de formation. Donc, notre mission, c'est de vous fournir voilà, des webinaires comme celui-là, des formations, des événements intéressants pour développer vos compétences dans les différents métiers d'ingénierie. Bien sûr, avec des experts qui ont entre 10 ans et 20 ans d'expérience, voire plus. Voilà, c'est ça notre mission principale, c'est cette transmission de savoir et de savoir-faire acquis sur plusieurs années, donc bien sûr, chez les experts. Bien sûr, pour vous présenter donc la société déjà et vous donner une idée donc, sur on va dire notre travail. Donc, pour la société Meet Academy, donc, on fait plusieurs formats de formation. Donc, que ce soit les consultations, les consultings avec les experts, que ce soit les formations e-learning, c'est des formations enregistrées sur notre plateforme, bien sûr, de la société Meet Academy, ou bien des formations en ligne, à distance, bien sûr, qu'on fait, ou aussi des formations présentielles. D'accord? Et pour, bien sûr, les formations, on fait des formations pour les entreprises, les bureaux d'études, et aussi pour les particuliers et les individus. Donc, bien sûr, pour les domaines, bien sûr, on a des interventions dans plusieurs domaines, que ce soit le génie civil d'une manière générale, ou bien dans l'hydraulique, SIG, l'industrie, et même des formations liées à tout ce qui est, bien sûr, soft skills. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons pu organiser plus de 20 formations, donc sur plus de 200 heures de formation déjà enregistrées sur la plateforme de la société. Donc, vous pouvez ici voir quelques exemples, que ce soit sur des thématiques bien précises ou bien aussi sur des outils très utilisés dans les différents domaines d'ingénierie. Donc, à l'heure actuelle, nous avons plus de 400 participants qui ont été formés par la société Meet Academy, donc que ce soit au Maroc ou bien aussi à l'échelle internationale, dans différents pays africains, aussi en France, voire même de d'autres pays, donc qui ont bien sûr des intérêts pour développer leurs compétences dans un domaine particulier, bien sûr. Voilà, donc c'était juste une petite présentation rapide pour bien sûr les personnes qui nous rejoignent pour la première fois. Donc, je vous souhaite déjà la bienvenue et Inch'Allah, donc comme j'ai dit voilà, dans l'introduction, donc normalement ce webinaire-là, c'est un webinaire gratuit qui est bien sûr offert par la société Meet Academy. Et le sujet de ce webinaire, c'est le logiciel robot. Donc, on va voir bien sûr le détail de ce sujet-là avec M. Smaïl Abba, donc que nous remercions pour d'avoir accepté l'invitation de la société. Et je lui cède la parole, Inch'Allah, pour présenter son parcours et aussi vous faire une présentation sur le thème de ce webinaire. Bien sûr, après, on va avoir une phase de questions, donc vous pouvez poser vos questions. On va vous allumer, bien sûr, les micros pour poser vos questions, que ce soit sur le chat ou bien à travers le micro, il n'y a aucun problème. Juste, on a désactivé les micros pour avoir un environnement, on va dire, qui est adapté pour, bien sûr, vous présenter la matière de ce webinaire. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue, je vous souhaite un très bon webinaire, Inch'Allah, et je cède la parole à M. Ismaël. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wassalam ala ashrafil mursalin. Donc, je remercie Younes pour la présentation et je remercie Meet Academy pour m'avoir donné cette occasion d'organiser ce webinaire qui portera sur le thème de calcul de structure en béton armé sur le logiciel robot RSA, méthode et cas pratiques. Donc, c'est un webinaire organisé par la société Meet Academy dans le cadre de ses activités de formation et d'accompagnement des professionnels dans le perfectionnement de leurs compétences dans le domaine de génie civil. Donc, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous et je vous remercie d'être si présent à cette heure-ci. Donc, c'est pas évident, surtout pour les professionnels qui exercent déjà ou bien pour les étudiants, c'est pas évident de faire un webinaire à cette heure-là et je vous remercie donc pour la présence. Avant de commencer le webinaire, j'aimerais bien vous poser une petite question, je vais vous faire travailler.
Donc, parmi les présents, est-ce que vous avez déjà réalisé un projet sur le logiciel robot? Donc, si oui, vous tapez 1, sinon, vous tapez 2, s'il vous plaît. Donc, pour ceux qui sont présents avec nous aujourd'hui. Ah, là, il faut bouger un peu. On va pas faire un récit ici. Donc, sur la boîte de chat, s'il vous plaît, vous mettez les réponses pour que je puisse avoir une idée sur les gens qui ont déjà. Voilà, donc nous avons 2. Jonas, Omar, 1. Nora, 2. Mohamed, 1. 1. 1. Très bien. Donc, nous avons des débutants et des personnes qui ont déjà exercé. Très bien. Mohamed, Younes, Omar, Koua, 2. Très bien. Euh, donc, je me présente, je m'appelle Smaïl Abbar, j'ai 37 ans, je suis marié, 3 enfants. Donc, il y a un credo sur lequel je fais mes compétences, je fais mon travail, c'est lead by example, be honest, hold nothing back. Donc, Bakary, merci pour votre réponse. Donc, pour moi, le partage de la connaissance fait partie de mon quotidien, que ce soit dans le cadre des formations payantes, que ce soit dans le cadre des formations gratuites, que ce soit dans les webinaires, donc les formations que j'anime. Donc, c'est toujours un plaisir d'être parmi des professionnels, échanger et apprendre ensemble, donc et bouger ensemble. J'ai commencé en tant qu'ingénieur structure. Donc, j'ai 13 ans d'expérience. Je suis promotion 2011 de l'école Hassani Travaux publics. Donc, j'ai commencé au début en tant qu'ingénieur de structure pendant 2 ans. Ensuite, en tant que chef de projet responsable sur des équipes pluridisciplinaires pendant 3 ans. Ensuite, en tant que directeur technique du même bureau d'études. Et ensuite, en tant que manager, donc j'ai fait un passage au niveau de l'OFPPT. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un organisme étatique avec plus de 10 000 collaborateurs. Donc, j'ai été à la tête d'un complexe de formation en tant que chef de division. J'ai ensuite passé pour gérer un bureau d'études pendant 1 an et j'assure aussi des formations en vacation dans les écoles d'ingénierie ici dans la ville de Casablanca. Et je suis également consultant indépendant près des bureaux d'études, notamment ceux qui veulent entamer une carrière dont ils veulent créer leur propre bureau d'études. Actuellement, je gagne ma vie en tant que consultant indépendant pour les bureaux d'ingénierie et en tant que formateur professionnel et aussi en tant que créateur de formation digitale. Donc, j'ai un site aussi pour création des formations e-learning. J'ai un blog aussi dans lequel je partage mes idées, mes réflexions dans le domaine, que ce soit l'éthique professionnelle, l'ingénierie structurelle, le personal branding, c'est-à-dire la promotion de l'image professionnelle sur LinkedIn. Donc, je partage des idées sur mon blog. Je partage également beaucoup de contenu sur LinkedIn et je partage également des formations gratuites dans ma chaîne YouTube. Deuxième question, on va travailler aujourd'hui avec des questions. Donc, j'aimerais bien que vous répondiez à cette question-là. Je suis ici sur le webinaire parce que, premièrement, je n'ai jamais utilisé logiciel robot et je veux découvrir le sujet. Deuxièmement, j'ai une petite connaissance sur le sujet et je veux bien avoir un plan pour bien maîtriser le sujet. J'utilise robot dans mes projets, mais j'ai des questions sans réponse. Quatrièmement, je suis utilisateur confirmé, mais j'aime toujours avoir plus d'astuces pour mieux faire. Cinquièmement, il fait très chaud ailleurs et je n'ai pas autre chose à faire et je suis venu pour vous accompagner. C'est juste pour un peu briser la classe. 4. Très bien, Manal. Les autres, s'il vous plaît, vous tapez le numéro qui correspond le plus à votre cas. Nora, 2. Bien, les autres, s'il vous plaît. 4, très bien. 2, 4, 1, 4. Donc, nous avons des experts, nous avons des débutants. C'est très bien, ça va enrichir la discussion. 2, 1, 3, 3, 3, 3, 2. Très bien. 4, 2, 3. Très bien, 2. Ouloud, Daouda, Khalid, 2. Parfait. Donc, c'est un mélange entre ceux qui sont déjà initiés au logiciel vers des gens qui sont confirmés dans le logiciel, qui savent déjà faire des projets. Donc, l'état 4, merci pour la réponse. Donc, c'est un plaisir, toujours. On apprend ensemble. Et j'espère que le webinaire sera donc à la hauteur de vos attentes, que ce soit pour les débutants qui vont découvrir le logiciel pour la première fois, ou bien pour ceux qui sont déjà confirmés, de trouver des astuces qui vont leur aider à mieux faire donc, ce qu'ils savent déjà faire. Donc, voici le plan de webinaire. Donc, premièrement, je vais parler des 5 grands challenges du logiciel robot. Ensuite, je vais parler un peu rapidement du workflow de travail avec le logiciel. Donc, je vais faire des cas pratiques. Donc, je vais traiter une date pleine
la modélisation aussi, donc des trucs sur la modélisation qui donnent beaucoup plus, donc qui présentent un challenge pour les jeunes, notamment les erreurs qui sont générées, les instabilités. Donc, je vais parler un peu de ces astuces pour mieux modéliser donc le projet pour éviter ce genre d'erreur. Je vais également essayer de faire un voile en béton armé et une semi-filante avec un problème, donc un problème de monde de flexion. Je vais présenter notre formation. Donc, on a déjà une formation sur le projet beaucoup plus approfondie pour les gens qui veulent aller très loin. Et on va réserver une question-réponse pour le public, ceux qui désirent avoir, donc ceux qui ont des questions par rapport à ce qui a été traité dans le webinaire, ou bien d'autres questions qui sont en relation avec le sujet qui sera traité dans le cadre de notre rencontre. Donc, l'objectif du webinaire, c'est de permettre aux gens d'avoir un plan d'action clair pour travailler avec le logiciel. Deuxièmement, partage d'astuces de modélisation et de calcul. Et troisièmement, vous savez, nous avons des experts avec nous, nous avons des gens qui sont confirmés, on aimerait bien entendre leur contribution pour enrichir la discussion sur les choses ou bien les trucs qui sont traités dans le webinaire. Donc, on va tout de suite attaquer le premier point, les grands challenges du robot. Donc, je vous pose également une dernière question. Donc, lorsque vous entendez robot, quel est le premier challenge qui vous vient à l'esprit? Donc, premièrement, c'est compliqué. Donc, c'est un logiciel qui est très compliqué à manipuler. Deuxièmement, un problème d'interprétation des résultats. Troisièmement, des erreurs dans la modélisation. Quatrièmement, des erreurs dans les résultats. Et cinquièmement, la divergence d'opinion quant à l'utilisation des logiciels. Donc, chacun raconte des histoires. Donc, on trouve sur la chaîne YouTube, sur le même sujet, nous avons peut-être 3 à 5 avis qui sont totalement différents. Donc, ça aussi, c'est un challenge. Donc, pour vous, quel est le challenge qui représente pour ceux qui ont déjà pratiqué sur le logiciel? Donc, tapez s'il vous plaît 1 jusqu'à 5. Donc, on aimerait bien avoir votre retour sur ces challenges-là. Et si vous avez un autre challenge, donc merci de le taper sur la boîte de chat. Ça nous ferait plaisir donc de l'entendre. Donc, 1 jusqu'à 5, s'il vous plaît. Vos claviers, 1 jusqu'à 5. Très bien, 5. Younes. Donc, c'est la divergence d'opinion entre les différents acteurs. Entre les bureaux d'études, donc on trouve plusieurs manières de faire. Les autres, s'il vous plaît. 3 et 4. Très bien. Donc, c'est beaucoup plus les erreurs de modélisation et les erreurs de 3, 5. Mohamed, c'est 5. Très bien. Omar, c'est aussi c'est 5. Quoi, c'est 4. 2 plus paramétrage, Manal. Hin, c'est 2. 2, 3 et 4. Donc, les 3. 3 et 4 aussi. 3 et 4, Souhaib. Très, très bien. Donc, je vous remercie pour votre interactivité. Cabré, c'est aussi 4. Rita, c'est 2, 3 et 4. Mu'tasim Billah, c'est 3 jusqu'à 5. Très bien. Donc, on va essayer Omar, 5. Donc, on va essayer un peu d'aller rapidement en fonction du temps alloué au binaire, donc répondre à certains de ceux ci, essayer de voir en profondeur quelles sont les origines de ces problèmes. Donc, on va attaquer le premier, donc la complexité. Donc, la complexité de logiciel, donc le robot, c'est un logiciel qui est très, très complet et qui va de calcul simple RDM jusqu'à les analyses très poussées, les analyses non linéaires même sur logiciel. Donc, c'est un logiciel qui est très puissant, donc qui contient automatiquement beaucoup de rubriques. Et l'erreur que font la majorité, c'est quand ils veulent commencer à travailler sur le logiciel, ils commencent en chaud. C'est-à-dire, même dans les PFE, il y a des gens qui ne savent même pas faire une descente de charge. Ils disent, je cherche un R plus 20, R plus 30 pour, soi-disant, valoriser. Donc, ça se comprend un peu parce qu'on essaie de valoriser son CV. On aimerait bien travailler sur un projet qui est costaud. Mais quand on ne maîtrise pas les bases, commencer par un projet qui est compliqué va compliquer notre apprentissage, voire même causer la frustration. Donc, c'est commencer par un R plus 20, 2 sous-sol, des porte-à-faux de 8 mètres sur un logiciel compliqué comme robot, c'est bonjour la frustration. Donc, c'est normal. Donc, la recommandation que je peux faire dans ce sens, il faut toujours avoir la patience d'apprendre le logiciel. Il faut aller pas à pas et de commencer simple. Donc, c'est la façon avec laquelle j'ai appris le logiciel. J'ai commencé par une poutre, puis avec un portique, avec un poteau, puis des semelles sur un seul portique. J'ajoute une charge horizontale, je vois ce qui se passe. Puis un bâtiment R plus 1, puis j'avance. Parce que, en fin de compte, travailler sur un logiciel complexe ou bien un projet complexe, c'est uniquement un assemblage ou bien une association de petits éléments. Donc, même si un R plus 60 étages, ça se réduit à l'étude des poteaux, à l'étude des poutres, à l'étude des dalles, à l'étude des fondations. Donc, ces éléments élémentaires doivent être maîtrisés en premier lieu avant d'attaquer le logiciel.
Donc, les gens, ils s'amusent à modéliser des structures qui sont complexes, mais s'ils ne savent pas la convention, donc on va le voir donc, dans les erreurs, s'ils ne savent pas comment extraire les données, comment ils savent interpréter les résultats, donc ça sert absolument à rien de modéliser un bâtiment aussi complexe, mais qu'on n'arrive pas à gérer ou qu'on n'arrive pas à maîtriser. Donc, la recommandation, si vous êtes débutant, commencez simple. Si vous êtes confirmé avec une petite expérience, commencez à adoucir, donc à remonter le degré de difficulté petit à petit. N'essayez pas d'attaquer des projets qui sont complexes parce que ça va uniquement vous frustrer. C'est un domaine qui est très large. Et donc, il faut s'attendre. Donc, on parle de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans pour avoir une maîtrise totale du logiciel. Donc, j'ai 13 ans d'expérience. Je travaille toujours avec les bureaux d'études et j'apprends à chaque fois des choses. J'apprends toujours des choses. Donc, c'est vraiment, il ne faut pas essayer donc de tout faire d'une seule fois. Donc, pour ce qui est le deuxième problème, ce qui est l'interprétation des résultats, donc c'est beaucoup plus les maîtrises des normes. Donc, les gens, des fois, ils commencent la modélisation sans avoir aucun regard sur les normes. Qu'est-ce qui est exigé? Qu'est-ce qui est exigé, par exemple, par rapport aux poutres? Donc, il y a une résistance aux éléments à vérifier. Il y a une flèche qu'il faut respecter à l'état limite de service. Les moments de flexion, dans quel cas fissuration préjudiciable, peu préjudiciable, je dois faire l'étude à l'ULU, à LLS. Tout ça, c'est réglementé par le BAL. Ensuite, nous avons également les conditions sismiques. Donc, si vous avez un contreventement par portique ou bien un contreventement par voile, si vous avez un contreventement par voile, donc vos éléments peuvent être calculés en statique. Si vous avez un contreventement mixte ou bien un contreventement par portique, vos éléments vont reprendre des moments de flexion, notamment sur les appuis, qu'il faut dimensionner correctement. Donc, si on ne comprend pas la norme, si on ne comprend pas ce qu'on est en train de faire, on ne va pas s'en sortir. Donc, il faut commencer par les normes. C'est vrai, nous avons des ouvrages, nous avons Tonnier, donc ces ouvrages-là, ils aident à mieux comprendre, à concrétiser la norme, mais rien ne remplace la lecture approfondie des normes, c'est-à-dire le BAL, il faut lire chaque élément, qu'est-ce qui est demandé, qu'est-ce que je dois vérifier pour une poutre, qu'est-ce que je dois vérifier pour une dalle, qu'est-ce que je dois vérifier pour un poteau, une semelle. Donc, tout ça, c'est réglementé par des textes. Donc, si vous ne trouvez pas dans les règlements que vous avez à votre disposition, vous pouvez chercher ailleurs et dites dans la note de calcul que vous avez utilisé, par exemple, l'Eurocode 7 pour les fondations, ou bien vous avez utilisé l'Eurocode 2 pour prédimensionner un élément, si cet élément-là ne figure pas dans la norme. Mais il faut maîtriser les normes de base avec lesquelles on calcule. Donc, ça, c'est un point clé très important pour les concepteurs et qui est souvent négligé par les ingénieurs, notamment les débutants qui commencent directement la modélisation sans avoir une maîtrise parfaite des normes. Deuxièmement, il faut maîtriser les conventions de robot. C'est quoi, pour une plancher, par exemple, c'est quoi MXX? Ça traduit quoi? C'est quel moment? Le sens d'orientation du plancher. Le repère local d'une barre, ce n'est pas le repère global. Donc, il faut extraire les données d'une barre à partir du repère local. C'est quoi un repère local? C'est quoi son orientation? Comment je peux l'orienter? Comment je peux le changer? Donc, si on ne maîtrise pas ça, on ne peut pas dégager un effort normal d'un poteau. Si on ne sait pas comment faire la différence entre un repère global et un repère local, donc on ne peut pas extraire ces choses-là. Les signes de convention, donc si je trouve un effort positif, négatif, est-ce que c'est une compression ou bien une traction? Ça dépend de l'orientation du repère local. Donc tout ça, c'est lié, donc il faut maîtriser les conventions de robot pour mieux interpréter les résultats. Donc ça aussi, c'est une source de frustration et de problèmes qui pèse énormément. Donc il calcule un poteau, il a inversé le sens de Z, et trouve un effort positif, il dit que c'est de la traction, alors que ça doit être la compression. Donc tout ça, c'est une mauvaise interprétation du résultat qui est due principalement à la non-maîtrise des concepts ou bien du robot. Donc, vous avez de l'aide, vous cliquez à chaque fois vous avez une rubrique sur robot, vous avez un petit écran d'aide, vous cliquez sur ça, il va vous ramener vers l'aide du robot, donc on va y revenir par la suite. Et dans l'aide, si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, vous pouvez taper sur Google. Il y a des gens qui ont déjà rencontré ce problème, soit sur Civilmania, soit sur du forum spécialisé, soit sur le forum Autodesk même, vous avez des questions donc, qui sont déjà posées. Vous pouvez les balayer pour rechercher des réponses à vos questions. Donc, ça, c'est une démarche qu'il faut imprégner. Il ne faut pas toujours chercher des choses qui continuent sans aucun problème et que la modélisation soit soft et qu'il n'y a pas de problème. Vous allez rencontrer des problèmes et c'est grâce à cette maîtrise-là que vous allez mieux comprendre ce que le logiciel vous donne. Troisième et dernier lieu, en concernant ce deuxième challenge, c'est-à-dire l'interprétation des résultats, c'est la boîte d'aide. Donc, j'ai déjà parlé de ça. Donc, il y a une boîte d'aide sur Ubuntu, surtout en anglais. Donc, si vous ne trouvez pas en français, il va vous ramener vers le site anglais. Donc, c'est beaucoup plus. Donc, Autodesk, c'est une société américaine qui est basée aux États-Unis. Donc, ce n'est pas une société francophone. Donc, ça aussi, ça nous ramène à ouvrir une parenthèse. Un ingénieur de structure aujourd'hui, un ingénieur qui ne maîtrise pas l'anglais, a un avantage et donc a un désavantage énorme par rapport à la concurrence. Donc, 80% des publications aujourd'hui, dans toutes les disciplines au monde, sont publiées en anglais. Donc, si vous ne maîtrisez pas le langage technique, si vous ne pouvez pas lire des documents, si vous ne pouvez pas traduire, bien sûr, on peut toujours traduire avec ChatGPT et tout, mais
rien ne peut vous remplacer la maîtrise parfaite de la langue et la lecture vous-même des normes. Consultez les textes et ce que les normes américaines ont à dire, notamment la IC 318, le PS, donc la norme britannique, la norme chinoise, la norme indienne. Donc, soyez curieux, il faut être curieux et savoir ce que ces normes-là traitent ils abordent, s'ils traitent un sujet, donc ils les traitent comment, et essayer de s'inspirer pour trouver des solutions à ces problèmes. Donc, la boîte d'aide est un outil important pour cette question d'interprétation des résultats. Troisième élément, c'est les erreurs de modélisation. Donc, ce que je vous conseille, le conseil de base, c'est éviter la saisie manuelle. Donc, si vous avez un modèle, essayez d'accrocher manuellement, il y a toujours source potentielle d'erreur. Surtout si vous avez des projets qui sont complexes, lorsque vous avez donc Monsieur Benhajo, si Younes, il n'arrive pas à rejoindre le webinaire, donc je ne sais pas, il a un problème. Donc, il a posté son message dans la boîte de chat. Sinon, donc je reviens à l'erreur de modélisation, éviter la saisie manuelle. Donc, la saisie manuelle, c'est-à-dire je commence à taper sur les lignes de construction, j'accroche sur des éléments, je crée des nœuds. Tout ça, après le calcul, donc ça va créer des problèmes par la suite d'instabilité, des nœuds isolés qu'on rencontre souvent, c'est une erreur qui est courante. Donc, utilisez plutôt les commandes de translation et saisir directement les valeurs dans les commandes de translation. Donc, cet outil-là de translation ou bien l'édition de façon générale permet de faire des choses qui sont très exactes et il vous épargne de faire des erreurs de modélisation énormes. Donc, c'est un outil qui est très puissant qu'il faut utiliser malheureusement. Donc, dans ce petit projet, donc je vais traiter ce petit projet-là ou bien ce grand projet. Hein, donc, c'est un simple rez-de-chaussée. Donc, on va le voir ensemble et on va voir comment on peut exploiter cet outil-là pour générer automatiquement, donc générer le modèle. Deuxième élément dans cette partie, donc ce grand challenge, les erreurs de modélisation, c'est les appuis et relâchements linéaires. Donc, ça a consommé avec modération. Donc, il y a des gens qui s'amusent à mettre en place des relâchements linéaires, à mettre en place des appuis et changent les caractéristiques des appuis. Il faut savoir ce que vous êtes en train de faire. Donc, lorsqu'on agit sur les éléments par défaut, c'est-à-dire vous avez des rotules, vous avez des appuis simples, vous avez des encastrements qui sont prédéfinis par le logiciel. Lorsque vous entrez là-dedans et vous commencez à libérer des directions, il faut savoir ce que vous êtes en train de faire. Et est-ce que ça traduit la réalité? Est-ce que vous avez un besoin particulier pour le faire? Il faut l'interpréter parce que les relâchements, c'est toujours source des instabilités, notamment type 3, dans le logiciel robot. Donc, il faut les consommer avec modération, modéliser correctement. Et si vous avez un problème à traiter, il faut le traiter minutieusement pour éviter donc ce genre de situation. Et vous pouvez avoir également des problèmes de maillage, notamment lorsque vous avez des éléments, donc des coques, des éléments, donc le maillage en éléments finis. Ça vous oblige peut-être à affiner le maillage, à localiser, à créer des connecteurs, des émetteurs pour générer le maillage, affiner le maillage sur certains points pour essayer d'affiner les valeurs et trouver les valeurs qui sont plus ou moins correctes que de voir un maillage qui élargit, qui vous donne des valeurs parfois aberrantes et qui ne traduit pas la réalité des choses. Donc, tout ça, c'est des choses que vous allez apprendre en pratiquant sur le logiciel. Donc, le quatrième challenge, c'est les erreurs dans les résultats. Premièrement, il faut vérifier le modèle. Donc, moi, personnellement, par exemple, la première chose que je fais quand je finis la modélisation, je calcule le poids du bâtiment. Ça, c'est un réflexe simple. Donc, j'ai les surfaces du plancher, j'ai les charges permanentes, j'ai les charges d'exploitation, je multiplie fois les surfaces et je compare le résultat manuel que je trouve avec le résultat de robot. Donc, c'est un bon indicateur. Donc, si vous êtes dans la bonne ordre, vous n'allez pas trouver le même résultat, bien sûr, mais si vous êtes dans le même ordre de grandeur, ça montre que votre modèle est correct. Il faut les combinaisons aussi, parce que je ne me suis pas trompé dans les coefficients des combinaisons, la norme, le choix de la norme aussi. Donc, tout ça, il faut vérifier son modèle avant de dire que s'il y a des erreurs, bien dans les résultats. Donc, il faut d'abord commencer par la vérification de son modèle. Les dimensions des éléments aussi, les épaisseurs, des fois, accidentellement, au lieu de mettre une épaisseur de 15 dans un plancher où vous avez plusieurs planchers, vous mettez 25 et vous commencez à faire le calcul, vous trouvez des charges qui sont aberrantes. Donc, de passer de 15 à 25, c'est plus que 60% de plus de poids du bâtiment. Les planchers vont donc augmenter considérablement le poids de votre bâtiment et par conséquent, l'effort sismique sera augmenté. Par conséquent, tous les résultats seront faux. Donc, une simple erreur peut causer des dégâts dans votre modèle. Donc, il faut être minutieux et bien définir tous les paramètres de base et les affiner avant de commencer la vérification des résultats. Donc, deuxième élément, c'est lorsque je trouve, par exemple, avec une semelle énorme qui me donne des semelles de 3 mètres x 3 mètres pour un petit élément, donc il faut tout d'abord, une astuce que je fais, que je force les dimensions. C'est-à-dire, je ne laisse pas le logiciel librement, donc le libre choix de faire le choix de dimensions, je fixe
Et par la suite, je vais interpréter pour voir qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que lorsque je force, il va me générer une erreur. Donc, je vais lire l'erreur et je vais aller dans la note de calcul, donc qui est l'étape suivante. Je vais aller dans la note de calcul pour savoir là où est l'erreur. Est-ce que c'est un problème de portance? C'est un problème de glissement? C'est un problème de traction dans la fondation? C'est un problème des paramètres du sol, des paramètres de l'élément en question? Donc, tout ça, ça fait partie de votre travail. Donc, il faut analyser les résultats. Il ne faut pas dire que le logiciel donne n'importe quoi parce que on va y arriver par la suite. Le logiciel n'est qu'un outil, donc c'est une calculatrice un peu sophistiquée, c'est vrai. Vous avez des données d'entrée, vous avez des données de sortie, et c'est à vous d'analyser ce que vous avez fait là-dedans. Donc lui, il donne exactement, c'est tout à fait cartésien, c'est des calculatrices, c'est des processeurs qui font des calculs, des résolutions des équations infinies avec une puissance énorme, mais ça reste une calculatrice en fin de compte. Donc c'est à vous d'analyser ce que vous avez fait et à la lumière du résultat, faites le bon choix pour corriger les problèmes. Voilà, donc le logiciel n'est qu'un outil, donc je viens de le dire, donc c'est en fin de compte, il faut se méfier des résultats qui sont donnés, il faut les analyser, il faut les interpréter, c'est à vous, c'est pas robot à donner. En fin de compte, lorsque vous mettez une section du poteau sur un plan de coffrage ou sur une note de calcul, c'est vous qui avez la note de calcul, c'est pas robot. Robot, il vous a aidé à chercher ça. Donc, à chercher cette valeur, et c'est vous le responsable sur cette valeur que vous allez mettre. Donc, c'est à vous d'interpréter, de corriger, de questionner, de poser des questions au logiciel que de prendre le modèle tel qu'il est calculé, chercher tout dans l'écharpement métallique, on cherche à ce que tout soit vert, et ensuite on importe le modèle pour lancer l'exécution des plans. Et ça, c'est pas bon. Donc, il faut toujours questionner ce que le logiciel vous donne, aller en profondeur, essayer de lire les méthodes qui sont utilisées, les articles sur les méthodes qui sont utilisées pour la résolution des problèmes, des équations différentielles, les types de maillage. Donc, faites des lectures sur ça pour avoir une idée sur ce que vous pouvez apporter comme précision, ou bien sur des choses que vous pouvez changer dans le logiciel pour vous permettre de mieux faire votre travail. Donc, le dernier challenge, chacun raconte son histoire. Donc, c'est très courant sur YouTube, sur les bureaux d'études. Un bureau d'études vous dit comme ça, un autre vous dit comme ça, pour le même élément. Donc, ça perturbe surtout les débutants, qui sont des éléments, des ingénieurs ou bien des professionnels cartésiens. Donc, qui n'ont pas encore ce souci de précision. J'ai beaucoup souffert, donc j'étais un matheux plus que physique. J'ai beaucoup souffert pour accepter les hypothèses de la physique. Pour résoudre les problèmes de la physique, on dit je supprime ce terme-là. Je néglige ce terme-là. Pourquoi? Parce que j'ai une interprétation. Mais pour un mathématicien, il n'accepte pas ça. C'est cartésien. C'est 1 plus 1 égale à 2. Donc, il n'accepte pas de supprimer un terme, de faire une hypothèse, de supposer des choses et de calculer sur la base de cette hypothèse-là. Et cet esprit cartésien crée ce genre de frustration lorsqu'on rencontre des personnes qui racontent deux choses sur le même truc, donc deux choses sur la même chose. Donc, le calcul de structure, c'est un calcul multiparamétrique. Donc, je suis obligé de supposer des choses pour aboutir à des calculs. Je ne peux pas supposer tout inconnu et faire le calcul. Par exemple, pour calculer un ouvrage, j'ai besoin de l'épaisseur d'une dalle. Pour avoir l'épaisseur d'une dalle, je fais un prédimensionnement. Donc, sans ça, je ne peux pas avancer dans mes calculs. Donc, faire le prédimensionnement, là, le logiciel, le règlement, bien les bonnes pratiques vous donnent une large éventail. Quelqu'un va choisir 18, quelqu'un va choisir 20, quelqu'un va choisir 25, quelqu'un va choisir un autre type de plancher pour le même projet. Donc, vous avez une divergence totale dans le choix des épaisseurs et des matériaux, ce qui donne parfaitement des résultats qui sont totalement différents. Donc, il faut comprendre que c'est multiparamétrique. C'est des choix que vous allez faire. Donc, autant que concepteur, on ne va pas vous donner un exercice que vous allez corriger. Vous êtes dans la phase de conception et que vous devez faire des hypothèses. Je dis, je choisis le plancher à ordi parce que la conception architecturale le permet. Nous avons beaucoup de poteaux, donc c'est inutile de chercher une autre variante. J'ai des portées énormes, l'architecte ne veut pas de retombées. Je choisis un plancher dalle, ou bien un plancher réticulé, ou bien un plancher post-tension. Voici pourquoi. Et je fais mes calculs sur la base de ça. Ça ne veut pas dire que les autres choix ne sont pas corrects, mais les bonnes pratiques ont montré que ce type de plancher va se porter mieux. On peut peut-être faire plusieurs variantes. Donc, je fais une variante plancher réticulé, je fais une variante uniquement APS pour avoir une idée sur les épaisseurs, sur les quantitatifs et par la suite, choisir celle qui donne approximativement le meilleur choix technico-économique possible. Donc, ça, c'est l'esprit ingénieur pratique. Ce n'est pas les exercices. Donc, ceux qui viennent de sortir de l'école, bien qu'ils sont en cours en formation, ils doivent imprégner cette culture de l'imprécision, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choix. Ce n'est pas un seul bâtiment avec une solution unique. C'est pour un seul poteau, vous pouvez avoir une infinité, donc pratiquement quasiment une infinité de solutions. Donc, il faut accepter ça. Donc, ça, c'est le premier problème, donc la première réponse à cette question de divergence. La deuxième et la dernière dans ce volet-là, c'est qu'il y a des anciens pratiques. Donc, vous allez trouver des ingénieurs peut-être qui ont 20 ans, 25 ans d'expérience,
30 ans d'expérience, qui continuent à utiliser des abacs, qui continuent à utiliser des ouvrages anciens. Donc, avec ces personnes-là, je vous conseille de ne pas rentrer en confrontation directe. Dire que vous êtes ancien, il faut changer. Nous avons maintenant Revit, nous avons des Dynamo maintenant, ça nous aide à faire rapidement tout ça. Il faut profiter de leur expérience parce que ces gens-là, elles ont le bagage théorique, ils comprennent très bien le fonctionnement. C'est vrai, parfois, ils vous donnent des choses qui vont surdimensionner vos éléments, ça se comprend, mais il faut essayer, c'est une école pour apprendre. Il y a bien sûr des gens qui aiment les raccourcis, qui font du n'importe quoi, qui utilisent la section la plus critique et généralisent surtout le bâtiment. Donc ça, c'est parmi les anciens pratiques à éviter absolument. Donc, c'est pas un bon exemple à suivre en fin de compte. Donc, tout ça, ça répond à cette frustration. Ma recommandation par rapport à ça, c'est que choisissez votre propre histoire. Donc, chacun va faire en fonction des projets qu'il a fait, en fonction de son apprentissage et surtout en fonction des initiatives qu'il a faites pour lire des ouvrages, pour lire Davidovici, pour lire Tonier, pour lire Alain Capra, pour lire des ouvrages anciens, pour pratiquer sur des logiciels. Donc, chacun, en fonction de ce qu'il a fait, va avoir un degré de précision et de perfection qui est totalement différent. Quelqu'un qui a utilisé uniquement robot, qui se contente de respecter les règles du BRL, ce n'est pas quelqu'un qui a allé au-delà de ça, qui a lu des ouvrages, qui a pratiqué, qui a changé des choses, qui a utilisé, au lieu de calculer des poutres rigides en fondation, il a pratiqué avec des sols élastiques, donc il a utilisé ça, il a calculé des radiers, il a calculé des longues gaines de redressement avec une hypothèse d'élasticité de sol. Donc ces gens-là vont avoir un regard plus poussé sur les choses que des personnes qui utilisent des choses qui sont basiques, qui sont bon marché, qui sont utilisées par tout le monde. Donc ce genre de choses, il faut prendre en considération et vous faites votre propre choix. Vous filtrez, on vous donne l'information, vous la filtrez, c'est valable, c'est non. Si vous n'avez pas le choix, vous appliquez ce qu'on vous donne et après, vous cherchez par la suite pour corriger. Donc, c'est le conseil que je peux vous donner par rapport à ce 5e challenge. C'est bon, tout le monde? J'avance pas vite. Il n'y a pas de soucis. Si vous avez des soucis, des questions, vous pouvez, sur la boîte de chat, écrire, s'il vous plaît. Je ne veux pas aller vite pour ne pas vous bombarder avec toutes ces informations. Très bien. Donc, pour les questions, Younes, donc, il va laisser Younes va laisser le libre choix à la fin pour que vous puissiez poser vos questions. Très bien. Donc, nous avons fini la première partie. Donc, le workflow de robot, c'est ma proposition. Encore une fois, vous allez trouver une autre personne qui va vous poser autre chose. Donc, d'après ma petite expérience, voici ce que je vous propose. Pour moi, l'étude de structure sur robot est scindée en 4 étapes principales. Donc, la première étape, c'est la collecte et l'analyse des données. Donc, premièrement, c'est une visite de lieu. Il faut visiter le site du projet. Et je peux vous raconter une anecdote. Nous avons travaillé sur un petit centre hospitalier dans une zone un peu lointaine dans la ville de Ouarzazate, donc très proche de la ville de Ouarzazate, dans le sud du Maroc. Et l'architecte n'a pas fait la visite du site. Nous non plus, on a travaillé sur le plan architecte. Nous avons établi les maîtres, les DCE, les marchés, donc sur la base d'un terrain horizontal. Nous avons calculé les fondations sur la base de ça. Et après, au moment de l'implantation, on s'est retrouvé avec un terrain avec une dénivelée de 14 mètres. C'est une montagne, tout d'abord, c'est du rocher. Ensuite, c'est une dénivelée. Donc, tout ce qu'on a fait est totalement erroné à reprendre. Donc, on était obligé de résilier le marché avec l'entreprise et de reprendre l'étude et essayer de s'aligner avec les budgets de maître d'ouvrage. Donc, les budgets étatiques sont souvent très serrés. Donc, c'est très difficile donc, de suivre avec cette nouveauté, ce qui a donc incité le maître d'ouvrage à essayer de chercher un nouveau terrain pour son projet. Donc, une simple information, une personne, un technicien, même une personne qui peut simplement visiter le site, faire des photos, faire des vidéos, faire le constat. Est-ce que nous avons de la mitoyenneté? Est-ce que nous avons des réseaux qui traversent le site? Est-ce que nous avons des projets qui sont en cours de réalisation? Donc, s'il y a des projets qui sont en cours de réalisation, c'est le moment de faire une visite. C'est son fondation pour voir est-ce qu'il n'y a pas de problème dans le sol, est-ce que vous n'avez pas de nappe phréatique. Donc, toutes ces informations-là, elles sont très pertinentes pour la réussite de votre projet. Donc, une visite avec des vidéos. Maintenant, on travaille à l'international, on ne peut pas visiter le site, donc on peut demander au maître d'ouvrage de nous faire une visite guidée en faisant des photos, bien des vidéos sur le site du projet. Donc, ça, c'est très, très important, c'est crucial. Et ça va peser énormément sur ce que vous allez faire par la suite dans les solutions de fondation, dans les solutions de site, dans la réalisation du marché, donc du contrat avec l'entreprise. Donc, tout ça, il a une incidence directe. Après la visite du lieu, il faut collecter les données. C'est principalement 4 ou bien 5 types de données. C'est tout d'abord le levé topographique du site, il faut l'avoir. Donc, si on n'a pas fait de visite, il faut avoir un levé topographique du site. Il faut avoir les plans d'architecte, donc toutes les données architecturales, notamment les vions plans, les coupes, les façades, les plans de masse, notamment les plans de revêtement pour avoir les charges.
les noms des locaux pour avoir les charges d'exploitation, donc les pentes au niveau de la terrasse pour avoir le poids des formes de pente. Donc, tout ça, c'est des détails qui sont importants que l'architecte doit normalement, il est censé fournir. S'ils ne sont pas donnés, donc, pour répondre à la question, donc, exceptionnellement, la nappe phréatique, j'ai dit que si vous visitez, par exemple, un lotissement ou bien un terrain, votre site est là, vous n'avez pas encore commencé, mais vous avez des projets qui sont en cours de construction. Certains sont déjà en élévation, certains sont en fondation. Je vais jeter un coup d'œil pour voir. Donc, c'est un entourage, principalement, ne va pas être très différent. Donc, je vais jeter un coup d'œil pour voir, pour poser la question aux gardiens, aux agents de sécurité, est-ce qu'il y a des problèmes particuliers peut-être? C'est des informations qui sont pertinentes que je peux collecter gratuitement en faisant une visite du site. Donc, je ne vais pas creuser, ce n'est pas une question de creuser le terrain, mais c'est tout simplement de collecter, de faire un brainstorming, donc un benchmarking plutôt de ce qui se construit sur le projet. Donc, ensuite, les données, j'ai dit les plans d'architecte, les levées topographiques, les plans d'architecte, ensuite le rapport géotechnique du projet, la notice de sécurité incendie qui peut avoir une incidence sur la structure, notamment les degrés coupe-feu des planchers. Donc, ça, c'est au niveau sécurité incendie qui peuvent imposer un certain type de plancher. Donc, les degrés coupe-feu pour les locaux à risque important, ça nécessite un coupe-feu de 2 heures. Donc, soit on fait des planchers standards pour très lourdis avec une protection en coupe-feu, ou bien on est obligé de passer par une dalle pleine. Donc, ça, c'est une information qu'on va normalement avoir en lisant la notice de sécurité projet, du projet qui est établi soit par un bureau de contrôle ou bien par un bureau de sécurité incendie. Et en dernier lieu, le cahier de charge du maître d'ouvrage. Donc, pour les projets industriels, nous avons des machines, nous avons des réservations, peut-être qui ne sont pas indiquées dans le plan d'architecte. Donc, c'est l'occasion de récupérer le cahier de charge du maître d'ouvrage pour chercher s'il y a des choses particulières qui peuvent influencer ma structure, notamment la vibration dans les planchers, le poids des planchers, les socles. Donc, tout ça, c'est des choses que je suis censé normalement récupérer près du maître d'ouvrage pour éviter les surprises par la suite. Donc, c'est le concepteur technique, mais l'ingénieur de structure qui est censé collecter ces informations. Donc, une fois ces informations sont collectées, on passe à l'étape des hypothèses et de conception. Donc, dans cette étape, on prépare les plans d'architecte. On ne va pas travailler, exploiter les plans d'architecte tels qu'ils sont, mais on va les nettoyer pour ne laisser que les éléments qui sont pertinents à la structure, notamment les menuiseries, les murs extérieurs et tout. Ensuite, l'implantation des poteaux, donc c'est l'étape la plus importante en conception, et le choix des planchers. Donc, ces deux éléments, ils sont interdépendants. Soit je commence par le choix des planchers et je fais une conception des poteaux, j'implante les poteaux, ou bien l'architecte a déjà implanté les poteaux et j'essaie de trouver la solution en termes de plancher qui va suivre cette conception. Donc, ça, c'est aussi une variante. Ou bien, je choisis l'implantation de mes poteaux et ensuite, je fais des variantes de plancher pour voir quelle est la variante la plus économique ou bien la plus avantageuse. Ensuite, je vais faire une descente de charge rapide parce que ma structure doit résister en statique. Donc, avant de faire un calcul dynamique, je dois dimensionner mes planchers et mes poteaux en statique. Très important pour avoir plus ou moins les dimensions finales des poteaux de ma structure. Et ensuite, je valide la conception avec l'architecte. La positionnement des poteaux, les retombées des poutres, les réservations, si j'ai des réservations dans mes planchers, je dois valider ça avant de commencer la modélisation. Et là aussi, c'est une erreur qui est commise par les ingénieurs, c'est qu'ils commencent directement, implantation des poteaux, plancher, puis ils commencent à modéliser. L'architecte, il vient supprimer ce poteau, orienter ce poteau-là, et je suis obligé de reprendre. Et la reprise est toujours source d'erreur et d'incohérence. Donc, je préfère, moi, commencer ça, valider la conception avec l'architecte, les dimensions plus ou moins statiques du poteau. Ensuite, je passe au dynamique. Si j'ai besoin de renforcer ma structure, je vais la renforcer par des voiles ou bien agir, si je peux les réglements problèmes de dynamique, en agissant sur les poteaux, je peux le faire. Sinon, j'ai ajouté des voiles pour régler le problème dynamique. Ensuite, l'étape suivante, c'est l'étape d'étude dynamique globale. Donc, je fais l'analyse modale. Donc, l'analyse modale, c'est très connu. L'analyse sismique, donc, c'est une analyse modale spectrale. Ensuite, je fais les vérifications du règlement. Notre cas, c'est le RPS 2011. Donc, c'est l'effort tranchant à la base, c'est le déplacement global à la tête du bâtiment, c'est les déplacements inter-étages, c'est la masse modale, donc pour l'analyse modale, et c'est aussi l'étude de renversement de mon bâtiment. Et si je fais un contreventement mixte ou bien un contreventement par voile, je dois vérifier également les contraintes cisaillement dans les poteaux, dans les poutres. Donc, ça, c'est un détail qu'il faut vérifier ici en fonction du type de contreventement qu'on utilise. Et dernier lieu, si on a un modèle qui est stabilisé, on ajoute des voiles, on a terminé la phase d'étude dynamique, on passe au ferraillage. Donc, avant de faire le ferraillage, on fait les combinaisons réglementaires. Donc, que ce soit des combinaisons directes, c'est-à-dire la combinaison directe de l'RPS, c'est G plus 0,3, la neige plus Xi fois Q plus le séisme.
ou bien les combinaisons de Newmark si le système de contreventement il y est. Donc, nous avons une condition au niveau de l'enconduite qui nous dit quand est-ce qu'on applique la condition de Newmark et quand est-ce qu'on applique la combinaison directe. Donc, ça, c'est aussi un détail. Une fois on génère les combinaisons, on passe au ferraillage élément par élément en fonction du type de contreventement, en fonction des sollicitations qui agissent sur chaque élément. Donc, si on fait un contreventement par voile, les voiles vont prendre la totalité de l'effort tranchant et les poteaux et les poutres vont être calculés en statique. Donc, c'est un calcul statique, bien sûr en respectant les dispositions du ferraillage et du règlement. Si on a un contreventement mixte ou bien un contreventement par portique, donc dans ce cas-là, nous avons des moments qui vont s'ajouter dans les éléments de structure. Et dans ce cas-là, on est obligé de faire l'étude dans les LU, LS et LA pour l'ensemble des éléments de ma structure. Donc ici, nous avons un petit projet. C'est une dalle pleine sur 4 appuis avec une petite console de 1,50 m. Donc pour cette question de modélisation, je vous ai dit tout à l'heure qu'éviter un maximum possible d'utiliser une modélisation directe. Donc, premièrement, c'est très bien, on commence toujours par outils, préférence de la tâche, on règle les paramètres de la norme, des matériaux et tout, donc ça, c'est une étape classique. Mais lors de la modélisation, il faut veiller à ne pas donc faire une modélisation en utilisant un accrochage manuel. Donc, ça, c'est un petit projet, on peut faire l'accrochage manuel, mais pour les autres projets, donc, essayez d'utiliser la commande translation. Donc, pour la commande translation et rotation, donc, ce que je vais faire, donc, je ne vais pas supprimer la dalle pour éviter de reprendre tout le travail, donc, faute de temps. Donc, je vais juste reprendre les poteaux. Donc, au lieu de saisir les poteaux comme ça, donc, j'ai un poteau de 25 x 25. Je clique ici, poteau béton armé. Donc, je choisis mon poteau, j'ai un poteau de 25 x 25. Donc, je peux parfaitement faire une saisie manuelle de mon poteau en utilisant donc la commande directe. Mais ce que je vous conseille de faire, surtout si vous avez des projets importants, ou bien consistants, bien très compliqués, c'est de partir sur la base des nœuds. Donc, vous sélectionnez votre élément, le poteau que vous voulez faire. Ensuite, vous allez dans la création, vous créez un nœud. Donc, structure, nœud. Donc, vous créez un nœud. Par exemple, vous commencez par 0. Vous commencez par 0, 0. Vous appelez ça, vous cliquez un nœud. Donc, je commence par créer un nœud, par exemple, ici. Voilà. Donc, voici mon nœud que je viens de créer. Donc, je commence uniquement par un nœud. Ensuite, je sélectionne mon nœud et je crée une translation en utilisant la commande étrier. Donc, ça, c'est une astuce qu'on peut utiliser pour créer un élément. Par exemple, je veux créer un poteau qui fait 3 mètres suivant la direction Z. Donc, je fais 0, 0, 3 mètres. Bien sûr, on sélectionne l'élément que nous voulons réaliser en cliquant sur étrier, pardon. Ensuite, en cliquant sur appliquer. Et comme ça, le poteau il est généré automatiquement à partir du nœud. Donc, nous avons ici un poteau qui est calculé ici. Donc, on peut changer. Donc, il a choisi le poteau 25 x 25. Et maintenant, je viens de créer. Donc, je peux faire ça. Une fois que j'ai créé un poteau, je peux utiliser les commandes translation. Et donc, en fonction de ce que j'ai, donc si j'ai par exemple suivant la direction X, j'ai 1,50 m, je vais mettre ici 1,50 m suivant le X+, donc 1,5, 0, 0, et je clique sur appliquer. Et elle me crée automatiquement l'élément. Donc, ça, c'est une astuce pour éviter d'accrocher manuellement les éléments et essayer de faire la modélisation. Donc, ça, c'est un projet simple, comme j'ai dit tout à l'heure. Et pour les projets complexes, notamment au moment de faire l'acharpement métallique, donc c'est un outil qui va vous permettre, à partir d'un seul nœud, de créer tous les éléments de votre étage. Et si vous avez des étages similaires, utilisez la même commande pour copier vers les étages supérieurs et ainsi de suite. Toujours utiliser des valeurs exactes et que vous allez saisir dans la commande édition et translation. C'est très puissant et ça va vous permettre, ça vous épargner de faire des erreurs dans la modélisation. Donc, ça, c'est la première étape de cette petite présentation. Donc, je reviens à mon modèle initial. Donc, ça, c'est mon modèle avec, bien sûr, les charges permanentes et charges d'exploitation. Donc, ça, c'est les éléments finis. Donc, je vais décrocher les nœuds. Je relance mes calculs parce que j'ai intervenu dans ma structure. Donc, maintenant, je vais aller étudier mes planchers. Donc, j'ai un plancher en console, j'ai un plancher appuyé sur 4 appuis. Donc, je vais modifier cette structure. Donc, pour les débutants qui ne savent pas, c'est une façon d'isoler des éléments qui vous permettent de travailler uniquement sur les éléments que vous avez sélectionnés. Notamment, donc, dans notre cas, on va travailler sur les planchers.
je désactive les éléments finis. Maintenant, j'ai mes planchers. Donc, la première chose à faire, c'est d'analyser et d'interpréter les résultats. Donc, ici, d'interpréter les résultats. Donc, qu'est-ce que je vais afficher? Dans un plancher, nous avons plusieurs choses qu'il faut vérifier. En principe, 4 éléments, notamment à l'état limite ultime et à l'état limite de service. Donc, premièrement, il faut dégager les moments dans les deux directions pour calculer le ferrage principal, en haut et en bas. Et deuxièmement, il faut calculer la contrainte de cisaillement dans le plancher. Il faut que ce soit inférieur à la contrainte de cisaillement réglementaire définie par le BRL. Et troisièmement, il faut vérifier, il faut calculer donc la flèche à l'état limite de service dans les éléments. Donc, on va premièrement afficher, on va aller dans le résultat, cartographie des panneaux pour afficher les moments. Mais pour afficher les moments, ils sont affichés dans le repère local des planchers. Donc, le message s'adresse surtout aux débutants qui ne savent pas très bien manipuler le logiciel. Donc, ici j'ai plusieurs données. Donc, j'ai des contraintes X, X, Y, Y, j'ai des efforts membrane, donc ces efforts de compression, et j'ai des moments. Donc, les moments MX, MX, Y, donc je dois afficher tout d'abord leurs repères locaux de mes éléments. Donc, ici, il a sélectionné les poutres. Donc, j'isole uniquement les planchers dans mon modèle. Donc, je sélectionne l'élément, pardon. Donc, je sélectionne mes deux planchers. Je les mets sur une seule vue pour avoir les repères locaux. Donc, ça, c'est le X de mes planchers. Ça, c'est le Y de mes planchers. Donc, le MXX, c'est le moment qui va me donner le ferraillage dans la direction X. Et le Y, c'est le moment qui va me donner le ferraillage dans le sens Y. Donc, pour afficher les moments, donc je clique sur MX. Mais le plus et le moins, c'est par rapport à Z. Donc, Z, il faut voir, il est où orienté Z. Donc, si le Z il est orienté vers le haut, donc le AX plus et le MX plus, c'est vers le haut. Donc, nous allons avoir des moments positifs et des moments négatifs. Donc, il va les orienter suivant le sens, la direction de Z. Donc, je vais afficher à l'état limite ultime les moments MXX. Et ça va me donner les valeurs. Donc, je clique sur valeurs, j'affiche mes valeurs, je clique sur cartographie. Si je veux uniquement les valeurs principales, je vais aller dans paramètres. Donc, j'ai ici mes valeurs maximales au niveau suivant la direction X. J'ai des moments positifs et j'ai des moments négatifs. Donc, les moments négatifs, c'est les moments en travail. Donc, il ne faut pas confondre. Donc, il faut, comme je dis tout à l'heure, il faut suivre la convention du repère local du plancher. Donc, normalement, pour nous, lorsqu'on calcule les poutres en flexion, le moment négatif, c'est au niveau des appuis. Et le moment positif, c'est au niveau des travaux. Ici, c'est inversé vu que le Z est vers le haut. Donc, il faut interpréter le résultat à la lumière de la convention du robot donc, pour ne pas se tromper dans les résultats. Donc, ça, c'est le moment suivant cette direction-là. Nous aurons un ferraillage inférieur dans cette partie-là et un ferraillage supérieur au niveau des appuis. C'est normal, donc c'est des chapeaux. Donc, nous aurons ici donc, les moments maximaux. Donc, dans la deuxième direction, nous aurons les moments suivants Y. La même chose, on aura des moments négatifs au niveau de la travée, donc dans la travée, vu que c'est orienté dans le sens Z, il est vers le sens du haut. Donc, si le repère local du plancher est inversé, on va se retrouver avec des valeurs inversées. Donc, on aura des valeurs positives au niveau de la travée et on aura des valeurs négatives au niveau des appuis. Donc, le sens Z est important ici pour comprendre les résultats qu'on vient d'avoir. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, ensuite, pour calculer le ferraillage, on doit tout d'abord calculer le ferraillage théorique. Donc, ça, c'est une étape importante qu'on peut faire ici en allant dans la partie dimensionnement. Donc, j'essaie d'aller vite pour ne pas un peu déborder du temps qui est donné au webinaire. Donc, je vais aller dans paramètres réglementaires et pour moi, je dois paramétrer deux types de planchers. Parce qu'ici, lorsque je clique sur dalle pleine, donc lorsque je clique sur le paramètre réglementaire de la dalle pleine, j'ai pas mal de choses ici. Donc, j'ai le nom du paramétrage, j'ai le type de flexion auquel mon bâtiment, donc ma coque ou bien ma plaque sera soumise. Donc, j'ai soit des flexions plus compression, traction. C'est dans le cas surtout des voiles, où on a un effort tranchant qui génère un moment de flexion, plus l'effort normal qui exerce un effort de compression, et éventuellement de traction si le moment est important et beaucoup plus important que la compression. Donc, ça, c'est les voiles de contreventement. Et si nous avons une flexion simple, c'est généralement les poutres, donc les planchers. Donc, c'est des éléments qui sont calculés en flexion simple. Donc, généralement calculé à l'état limite ultime, donc, puisque c'est elle qui va donner le maximum de charge. Et lorsque on sismique, on les considère comme des diaphragmes rigides. Donc, généralement, on ne considère pas qu'il reprend un effort de compression. Donc, on les calcule en flexion simple. Ensuite, les matériaux, c'est les mêmes matériaux que le bâtiment, sauf si j'ai une contre-indication particulière. Et ici, je paramètre les paramètres à l'LS. Donc, j'ai deux paramètres. Donc, j'ai étendu les calculs pour prendre en compte la flèche. Donc, ici, il faut faire la distinction entre deux choses. Nous avons une flèche RDM qu'on peut afficher en cliquant sur déformer. Et nous avons une flèche réelle qui utilise l'inertie fissurée et qui prend en considération le ferraillage. Donc, lorsqu'on coche ça,
Qu'est-ce qu'on dit au logiciel? On dit qu'il faut respecter la flèche en calculant le ferraillage, c'est-à-dire calculer le ferraillage nécessaire pour respecter la condition de flèche. Cette deuxième condition, il nous dit de corriger le ferraillage. Ça veut dire quoi? Si je calcule le ferraillage théorique de mon plancher, et si la flèche n'est pas vérifiée, je demande au logiciel d'augmenter la section du ferraillage jusqu'à ce que la flèche soit vérifiée. Donc, si je coche ça, si je ne coche pas, il me calcule le ferraillage théorique sans prendre en considération la valeur de la flèche. Donc, la flèche admissible, je mets une valeur ici. Donc, je mets une valeur en tenant compte des conditions du BAL. Donc, le BAL, la flèche des éléments fléchis, donc les poutres et les dalles, c'est L sur 500 et si la longueur est inférieure à 5 mètres, c'est L sur 1000 plus 5 cm, c'est L est supérieur à 5 mètres. Dans notre cas, nous avons 4 mètres, donc c'est la flèche limite. Donc, c'est pour le premier cas. Donc, je suis obligé dans ce cas de faire deux paramétrages. L'un pour la dalle qui appuie sur les 4 appuis et la deuxième qui est appuyée sur donc qui est une console. Donc, la console, il a une valeur de flèche différente. Donc, je suis obligé de faire deux paramètres réglementaires. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai fait un paramètre pour les consoles et la dalle pleine. Donc, j'ai la dalle pleine ici, j'ai la flèche limite qui dépend de la longueur. Donc, j'ai ici 4 mètres. Donc, j'ai la flèche limite ici. Et pour la dalle console, j'ai le même paramétrage. Et pour les paramètres de la flèche, j'ai 0,6 qui correspond à L sur 250, qui correspond à la flèche limite d'une console suivant le BAL. Donc, j'ai 1,50 m. Je divise 1,50 m sur 200 sur 250 et ça me donne 0,6. Pardon, je pense qu'il y a un problème dans l'affichage, il y a quelques commentaires. Problème d'affichage? Oui. Certaines personnes signalent qu'il y a un problème dans l'affichage des fenêtres. C'est bon, maintenant, c'est visible, je crois. Oui, parfait, Ismaël, oui. Très bien, désolé. Donc, je reprends, s'il vous plaît. Donc, ici, on est en train de parler du paramétrage pour le calcul du ferraillage théorique de ma dalle. Donc, pour la dalle pleine, je dois faire un paramétrage, ce qui change par rapport aux deux dalles. Donc, ça, c'est une dalle simplement appuyée sur 4 appuis. La deuxième, c'est une console. Donc, je dois faire deux paramétrages et affecter le paramétrage à chaque dalle. Donc, ça, c'est l'idée. Donc, pour les paramètres de l'LS, j'ai dit ici que lorsqu'on coche cette commande-là, donc lorsqu'on code la flèche, c'est-à-dire on demande au logiciel de corriger le ferraillage jusqu'à ce que la flèche soit vérifiée. Si ce n'est pas vérifié, il augmente la section d'acier pour respecter la condition de flèche. La flèche limite, il est calculé en fonction des portées donc, de notre plancher, en respectant la condition du BAL, qui est dans la flèche limite à ne pas dépasser. Pour les consoles, la même chose ici, les paramètres LS. Un petit élément que je dois mentionner ici, donc ça, c'est j'ai parlé tout à l'heure du type de calcul de ferraillage pour les coques. Donc, soit c'est flexion simple plus compression. Donc, ça, c'est les voiles de contreventement où nous avons de la flexion qui est due à l'effort tranchant qui s'applique horizontalement, plus la compression traction qui est due à l'effort normal qui s'applique sur le voile. Flexion simple, c'est généralement les dalles. Compression traction, c'est nous avons donc un voile qui n'est pas du contreventement, notamment le voile du sous-sol. Là aussi, on peut avoir de la compression, de la traction si nous avons la poussée des terres. Sinon, on peut avoir uniquement la compression et la traction en fonction de la position du bout. Donc, pour nous, c'est la flexion simple. Ici, nous avons le ferraillage principal. Donc, si on laisse automatique, le logiciel va considérer la direction principale du ferraillage suivant le repère local. Mais lorsqu'on force ici, c'est par rapport au repère global. Donc, le X et le Y et le Z ici, c'est par rapport au repère global. Mais lorsqu'on coche automatique, il va faire le calcul dans le repère local donc, du plancher. Donc, c'est là l'importance de faire l'étude, de comprendre le paramétrage du robot. Donc, des fois, on a besoin de choisir la direction du ferraillage manuellement, notamment lorsqu'on fait l'étude des planches d'escalier. Donc, lorsque j'ai une planche d'escalier, j'ai une planche inclinée, donc j'ai pas un repère qui est totalement différent du repère donc, de ma structure. Donc, je choisis, je force que la direction du ferraillage, c'est dans la direction de la paillasse, c'est-à-dire du haut vers le bas, en suivant une ligne inclinée. C'est avec ça donc qu'on peut paramétrer la direction du ferraillage principal pour, par exemple, une paillasse d'escalier qui est inclinée. Donc, ça, c'est juste un petit commentaire sur ces éléments-là. Donc, une fois on fait ça, on revient à dimensionnement, on calcule nos panneaux. Donc, ici, nous avons le panneau 9 et le panneau 10. Donc, on peut les chercher ici, donc les planchers. Nous avons les numéros 9 et 10. Et on lance le calcul, donc aux différentes combinaisons. Ici, donc, nous avons les états limites. Donc, nous avons uniquement l'état limite ultime et l'état limite de service. Et ici, on coche la rigidité équivalente élastique et l'effort dimensionnant. Donc, ça, il y a tout un webinaire qui est organisé par Robot pour vous expliquer un peu les efforts dimensionnants, la moyenne globale, la réduction des forces au-dessus des poteaux. Donc, c'est en relation avec la
la finalité, donc la finité du maillage aux côtés de ces éléments-là. Des fois, ça donne des valeurs qui sont aberrantes. Donc, vous forcez le logiciel à atténuer ces valeurs pour vous donner un peu des valeurs qui sont plus ou moins réalistes. Donc, une fois on fait ça, on calcule et ça nous donne le ferraillage théorique de nos éléments. Donc, une fois les calculs sont terminés, il nous donne le ferraillage théorique de nos éléments. Donc, pour afficher le ferraillage théorique, donc je vais décocher les résultats. Donc, cartographie, pardon. Donc, résultats, cartographie de panneau. Donc, je vais décocher les moments. Donc, ça, c'est les sollicitations. Bien sûr, il y a des gens qui vont se baser sur ça. Donc, ils calculent les moments suivant X et suivant Y à l'état limite ultime. Ils ont maintenant les valeurs maximales à l'état limite ultime, à l'état limite de service. Elles peuvent prendre une section de 1 mètre fois l'épaisseur du plancher, dans notre cas, c'est 15 cm, et calculer manuellement le ferraillage et le généraliser. Donc, ça, c'est une manière de travailler. Donc, il y a des gens qui vont s'arrêter uniquement lors du calcul des sollicitations. J'ai un moment max au niveau des appuis qui est de 41. Donc, mes chapeaux seront calculés avec cette valeur du moment ici. Et le ferraillage inférieur, je vais le calculer avec cette valeur-là de moins 11,07 à l'état limite ultime. Donc, je fais un calcul en flexion simple, en calculant mu, donc, ou bien en utilisant un robot expert, ou bien une feuille Excel, pour calculer le ferraillage pour une poutre unitaire qui fait une largeur de 1 mètre et une hauteur de l'épaisseur du plancher. Donc, grâce à ça, je peux déterminer manuellement le plancher, le ferraillage. Sinon, je passe à le ferraillage théorique, c'est-à-dire je demande au logiciel de transformer ces valeurs-là en ferraillage théorique. Donc, c'est ce qu'il a fait le logiciel avec cette manip-là. On peut maintenant afficher les cartographies du ferraillage. Et là encore, il faut comprendre donc, le X plus, AX moins, X plus et Y plus. Donc, le X plus, c'est le ferraillage suivant la direction X donc, pour la nappe supérieure. Mais par rapport à quoi? Supérieure par rapport à Z. Donc, pour notre cas, le Z, il est orienté vers le haut. Donc, lorsqu'on va cocher, donc je vais décocher la cartographie des panneaux pour avoir une idée. Donc, j'ai le Z qui est orienté vers le haut. Donc, j'ai le X dans cette direction. Donc, le AX, lorsque je coche le AX moins et j'applique, elle va m'afficher les valeurs du ferraillage de la nappe inférieure suivant la direction X. Parce que le moins, c'est par rapport à la direction, au sens d'orientation. Si mon sens est inversé, donc tous mes calculs sont erronés. Parce que je vais considérer que le plus, c'est le haut et le moins, c'est le bas, alors que ce n'est pas là. Donc, c'est toujours par rapport au repère local du plancher. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, lorsque je vais afficher le Y-, c'est l'inverse. Donc, c'est Y, c'est-à-dire dans le sens Y-, c'est-à-dire dans la fibre inférieure, bien la nappe inférieure de mon plancher, suivant l'orientation de mon plancher Z. Le X+, la même chose. Ici, donc le X+, vous pouvez le constater, c'est uniquement cette partie-là qui sera ferraillée. Donc, c'est les chapeaux, c'est normal. C'est là où on aura donc le ferraillage supérieur. Donc, c'est normal, c'est dans la direction X, plus, c'est-à-dire plus par rapport à l'orientation Z. Et le Y-, c'est toujours la même chose. Donc, le Y-, c'est dans l'autre direction, dans le ferraillage supérieur. Donc, c'est des moments un peu des appuis qui sont dus à l'encastrement partiel de la dalle autour des poutres périphériques. Donc ça, on obtient le ferraillage. On peut, grâce à ça, directement, utiliser AutoCAD pour générer le ferraillage. Mais on peut aller plus loin en utilisant donc, le ferraillage réel de mes éléments. Donc, j'ai déjà fait ce travail, donc il faut le temps. J'ai déjà fait le ferraillage ici. Donc, je viens à ma dalle. Donc, ça, c'est ma dalle 9 et 10. Et ici, il me donne une interface qui me permet de faire le calcul de mon ferraillage. Ici, malheureusement, je n'ai pas le temps d'expliquer les ondes de base. Le principe ici est très simple. C'est-à-dire, on affiche la cartographie ici. La cartographie, ça, c'est l'acier théorique, ATEC. Donc, ça, on affiche ici l'acier théorique. Et ici, on a une fenêtre ici par rapport aux orientations. Donc, ça, c'est Y-, c'est-à-dire le ferraillage inférieur suivant la direction X. Ici, nous avons le ferraillage inférieur suivant Y. Vous avez ici un sens Y qui est en vert. Nous avons ici le X+, c'est-à-dire le ferraillage supérieur suivant X, c'est les chapeaux qui vont supporter notre plancher. Et nous avons le Y+, c'est-à-dire le ferraillage suivant l'autre direction, Y, mais en plus, c'est-à-dire la nappe supérieure suivant Y. Donc ça, c'est le ferraillage théorique. Et si on met le ferraillage réel, donc le ferraillage réel, c'est ce qu'on met ici. Donc c'est les pannes, c'est-à-dire les barres qu'on met sur ce tableau-là. Ici, vous pouvez demander à logiciel de faire le calcul automatique, mais des fois, ça donne des résultats qui sont un peu exagérés. Donc, je préfère le faire manuellement, c'est-à-dire on saisit des ondes de base. Donc, les ondes de base, qu'est-ce qu'on dit au logiciel? Généralement, qu'est-ce qu'on fait dans les dalles? On génère 2 nappes supérieures et 2 nappes inférieures avec un ferraillage minimal, par exemple de 8, et on renforce les uns, par exemple, le chapeau supérieur, on renforce la partie supérieure X par des renforts, là où on a besoin du renfort. C'est ça le principe, et on va le voir rapidement dans le ferraillage
le ferraillage réel de ma dalle. Donc, je vais aller dans la dalle pour afficher le ferraillage. Et voici maintenant ce que ça donne ici sur le logiciel après avoir fait le calcul. Donc, ici, nous avons la nappe inférieure. Donc, on peut afficher les deux nappes. On va aller dans armature. Donc, ça, c'est armature inférieure. Donc, vous pouvez afficher les armatures inférieures et les armatures supérieures. Et vous pouvez afficher les deux armatures. Donc, ici, vous avez les deux armatures. Donc, pour plus de visibilité, je vais afficher uniquement l'armature supérieure. Donc, le logiciel, qu'est-ce qu'il me fait? Nous avons une nappe. Donc, ici, donc, je vais activer la sélection. Donc, ici, nous avons une nappe horizontale qui est formée des barres de 6. Donc, ici, c'est permis. Donc, je mets toute une nappe de 6 pour le montage. Et ici, j'ai des renforts de 8 pour reprendre le moment de flexion qui est dû à la console. Donc, je renforce uniquement la partie qui nécessite un renforcement. Ici, dans les ondes de basse, il vous donne la possibilité d'intercaler, c'est-à-dire de mettre, par exemple, pour les armatures de montage, un espacement de 20 ou 25 cm. Et les zones où vous avez besoin de faire le renforcement, vous intercalez, vous mettez les barres de renforcement entre deux barres successives des armatures de montage. Et comme ça, vous avez un montage qui est plus ou moins réaliste, qui peut être exécutable sur chantier. Donc, dans la partie supérieure, nous avons uniquement deux nappes, c'est-à-dire deux nappes suffisent pour reprendre le tour, donc les armatures inférieures. Nous avons ici deux nappes et nous avons des renforcements localisés. Si nous avons des renforcements, donc ça, c'est la direction Y et ça, c'est la direction X, c'est-à-dire la nappe inférieure suivant la direction X. Ici, nous avons les tableaux pour changer les diamètres et contrôler donc les résultats de nos livrables. Et on peut afficher les deux. Donc, dans un même temps, on peut afficher le ferraillage total de mon plancher, comme ça. On a optimisé donc, le parcours global. Donc, je récapitule. Je ne sais pas, est-ce qu'il reste un peu de temps pour un peu aller plus loin sur ça. Pour les dalles, nous avons soit on fait un calcul des sollicitations, c'est-à-dire on calcule un moment, les moments MXX, MYY dans les deux directions. Et ensuite, on peut utiliser des feuilles Excel pour calculer les sections de ferraillage et on généralise le ferraillage, c'est-à-dire on prend la valeur maximale en plus et en haut, suivant les deux directions. Donc, on a 4 valeurs. On généralise. Ça, c'est une manière qui n'est pas optimale. Bien sûr, elle va générer des ferraillages qui ne sont pas nécessaires. La deuxième méthode, c'est qu'on fait un calcul de ferraillage théorique et je prends la même chose, les valeurs maximales, et je génère les nappes à partir des valeurs maximales. Donc, ça, c'est la deuxième approche. La troisième approche, c'est d'utiliser le logiciel robot pour utiliser ses capacités pour faire des armatures de montage pour le montage, de nappes pour le montage. Et ensuite, je fais des renforcements localisés en fonction des zones qui ont besoin d'avoir un renforcement local en fonction des valeurs du moment de flexion. Et comme ça, j'optimise le maximum. Si vous faites l'exercice chez vous, vous allez constater une différence énorme dans le ferraillage que vous allez mettre en place. Et avec ça, vous pouvez bien sûr utiliser AutoCAD ou bien Revit pour générer le ferraillage et réaliser les plans d'exécution. Un dernier point concernant les dalles. Younes, on arrête ou bien on continue? On arrête, le public? On arrête ou bien on continue? Oui, on peut rajouter encore 2-3 minutes et on passe à la phase question, Inch'Allah. Très bien. Donc, je reviens sur la phase modélisation ici. J'ai dit qu'on a vérifié je reviens ici, la flèche. On n'a pas vérifié la flèche. Donc, je reviens ici à la dalle pour vérifier la flèche à l'état limite ultime. Donc, ici, dans la cartographie, je peux également afficher la flèche. Donc, j'affiche le X moins et j'affiche les valeurs de ma flèche. J'ai ici une valeur de flèche qui est de 0,04 ici, suivant la direction X, qui est la direction la plus contraignante. Donc, c'est la direction. Donc, j'ai une flèche qui respecte la condition. Ici, j'ai un maximum de 0,6. Ici, j'ai un maximum de 0,8. Donc, ma flèche est bien respectée. Donc, je peux donc faire une capture d'écran de ça pour justifier ma flèche. Donc, ça, c'est la flèche réelle, c'est-à-dire en tenant compte du ferraillage. Et la flèche RDM, on peut l'afficher ici. On peut venir dans ce modèle, revenir aux vues. Donc, je peux sélectionner la vue, la deuxième vue, ici. Et je viens ici pour résultat, cartographie des panneaux. Donc, ici, je décoche. Je vais afficher les déplacements suivants Z. Donc, j'affiche les valeurs et la cartographie. Donc, vous pouvez le constater à l'état limite de service. La flèche RDM est très petite parce qu'il a pris en compte la fissure, c'est-à-dire l'inertie totale. Parce que c'est un calcul RDM. Donc, lui, il considère que les sections sont élastiques linéaires. Donc, pas besoin de faire on ne fait pas calcul avec l'inertie fissurée. Elle ne prend pas en considération le ferraillage. Elle prend uniquement la section de béton complète, brute. Elle fait le calcul. Et vous constatez que la flèche à LLS est beaucoup petite que la flèche réelle qui est calculée en se basant sur
c'est-à-dire le calcul en utilisant l'inertie fissurée et la section du ferraillage. Et le dernier élément, c'est d'afficher la contrainte de cisaillement, qui est aussi un élément très important. Donc, on calcule la contrainte de cisaillement dans le plancher pour justifier la stabilité, donc à l'état limite ultime. Donc, on fait un calcul à l'état limite ultime. Donc, contrainte de cisaillement, TXX appliquée. Je reprends le calcul. Des fois, ça plante sur robot. Bon, il ne veut pas afficher les valeurs maximales. Donc, ici, nous avons la valeur maximale de TXX. Donc, cette valeur-là, c'est à comparer avec la valeur limite du BAL qui est 0,07 FC28 sur gamma B, donc qui donne à peu près 1,25 si ma mémoire est bonne, donc pour la FC28 de 25 mégapascal. Donc, il faut vérifier ça, parce que si ce n'est pas vérifié, il faut augmenter l'épaisseur. Donc, c'est généralement le workflow qu'il faut emprunter. Premièrement, on dimensionne, on modélise, on applique les charges et on vérifie la contrainte de cisaillement. Si ce n'est pas vérifié, je suis obligé d'augmenter l'épaisseur de la dalle ou bien l'épaisseur des éléments porteurs pour respecter la condition de cisaillement. Si ma condition de cisaillement est vérifiée, je passe maintenant au calcul de ferraillage et je suis donc les étapes que j'ai citées précédemment. Malheureusement, j'ai également un exemple pour les voiles, notamment pour les voiles qui sont les voiles de contreventement et aussi pour les semi-filantes. Mais peut-être ça serait pour un autre webinaire. On a déjà dépassé le temps qui est alloué. On passe maintenant aux questions et c'est à vous la parole, Simon. Et je vous remercie pour la présentation. Merci beaucoup aussi, Ismaël. Merci beaucoup pour cette présentation très riche, que ce soit pour la partie théorique et aussi pour la partie pratique. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à découvrir encore dans le logiciel et aussi dans, on va dire, les choix stratégiques derrière. Donc, ça peut être, bien sûr, traité dans une formation à part ou bien dans un autre webinaire parce que voilà, le webinaire, c'est généralement pour passer le maximum d'informations dans une durée très courte. Mais voilà, donc c'est pour cela. Donc, il y a déjà une formation annoncée dans ce sens. C'est la formation, on va dire, c'est une formation détaillée sur le logiciel robot qui sera avec M. Ismail. Donc, avant de passer à la phase question, donc je vous propose déjà de découvrir un petit peu cette formation. Et puis, juste après, on se lance dans la phase question, Inch'Allah, pour répondre au maximum. Voilà. Donc, vous permettez, Ismail, donc, je pense qu'il y a une mind map ou bien un document qu'on peut présenter pour tous ceux qui demandent donc, plus de détails sur la formation. Mais déjà, vous pouvez donc laisser vos questions on va dire, dans le chat. Il y a aussi un contact qu'on a partagé sur la discussion. Donc, pour contacter notre responsable formation, pour avoir plus d'informations, bien sûr, sur la formation, sur le déroulement et tout. Donc, vous pouvez contacter le numéro qu'on a partagé sur le chat. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions. Sinon, on va aussi ouvrir les micros pour, bien sûr, participer, bien sûr, en direct. Donc, en attendant l'ouverture du fichier, j'ai un petit problème ici. Donc, je vais essayer d'aborder les questions qui sont déjà prises. Oui, ouais. Bonsoir, merci pour cette initiative. Je n'arrive pas à un webinaire. OK, merci. Comment je peux savoir s'il y a une nappe souterraine au moment du visite? Donc, j'ai déjà expliqué ça. Donc, quand on fait une visite de terrain, on visite également les sites qui sont adjacents. Donc, si vous avez des sites qui sont en cours de construction, vous pouvez faire une visite pour voir s'il y a des problèmes du sol. Donc, s'il n'y a rien, donc vous pouvez noter que s'il n'y a rien. S'il y a une nappe phréatique, c'est le moment de le découvrir avant même de faire l'étude géotechnique du projet, ou bien de comparer cette donnée-là au rapport que le géotechnicien va vous donner. Parce qu'aujourd'hui, on a des géotechniciens qui ne se déplacent même pas sur site et qui vous donnent un rapport qui n'est pas pour le projet sans même faire des sondages. Donc, c'est un moyen aussi de contrôler. La visite aussi, ça permet de contrôler le vue topographique, ça permet de contrôler le rapport géotechnique du géotechnicien parce que vous avez été sur site. Donc, vous pouvez comparer les données que vous avez collectées avec ceux qui sont dans les documents officiels qui sont fournis par ces deux collaborateurs. Il ne faut pas, c'est pas de faire le gendarme, mais tout simplement de contrôler ce qu'on vous donne. Donc, alors, de cette phase, est-ce qu'on peut faire une étude SS? Je ne sais pas ce que vous voulez dire par l'étude SS. C'est-à-dire sans structure.
Voilà, c'est deux courants différents. Donc, soit vous faites en condition c'est-à-dire d'encastrement, ou bien d'articulation au niveau des bases, ou bien si vous avez suffisamment, notamment les essais pressiométriques du sol, pour pouvoir calculer les impédances et les résistances. Donc, vous pouvez modéliser le sol en tant que des ressorts avec des impédances et vous pouvez faire le calcul tenant compte de ça. Mais il faut avoir les données correctes parce que, comme j'ai dit, il faut vraiment avoir un laboratoire qui vous donne les données exactes du sol parce que vous allez vous baser sur ça, notamment les modules pressiométriques pour estimer la raideur du sol. Donc, si vous n'avez pas un rapport de sol qui est pertinent, inutile d'aller plus loin. Donc, il faut se contenter de faire un calcul, c'est-à-dire statique, rigide en supposant l'encastrement des fondations. Est-ce que les bibliothèques prennent en compte l'étude de l'ESS dans tout projet au Maroc? À ma connaissance, pas beaucoup, mais comme j'ai dit, si vous avez un laboratoire, si vous avez aussi accompagné le laboratoire dans la nature des essais que vous allez faire, la profondeur des essais, la pertinence des essais, ajouter des rapports complémentaires, dans ce cas-là, vous pouvez, c'est-à-dire pousser votre étude pour faire une étude SS. Sinon, il faut se contenter de l'ancrage et de la contrainte du sol avec les caractéristiques de base, c'est-à-dire le C et le phi. Enregistrer la formation. Dans le cas d'un voile porteur non fondé naissant dans un système de contreventement par voile, c'est-à-dire voile portant non fondé, c'est-à-dire il repose sur une poutre. Donc c'est Omar, c'est M. Omar. Dans le système de contreventement par voile, on modélise la structure en appliquant des relâchements linéaires. La question est la suivante, comment mettre en œuvre ces relâchements dans la réalité, sachant qu'il s'agit d'un voile porteur? Donc ça, c'est un peu une question qui est très poussée, donc ça mérite une petite réflexion. Je vais prendre le contact de M. Omar et voir avec lui cette question. Donc ça, c'est une modélisation un peu particulière. Normalement, ce genre de situation, c'est à éviter, sauf si on n'y peut rien. Des fois, nous avons des parkings en bas, nous avons des sous-sols. On ne peut pas faire descendre les voiles. On est obligé de les faire naître sur des éléments, c'est-à-dire soit sur des poutres ou bien sur des planchers. Donc, que ce soit pour les poteaux ou bien pour les voiles, c'est une situation à éviter au maximum possible. Sinon, on doit le faire. Donc, dans ce cas-là, il faut faire une étude sismique dans le sens Z, c'est-à-dire il faut ajouter aussi l'étude sismique suivant la direction Z, et faire des relâchements linéaires sur le parcours, parce que vous ne pouvez pas assurer un encastrement parfait des voiles, tout simplement. C'est pour ça qu'on relâche. Mais les matérialiser sur terrain, donc ça, c'est une autre histoire. S'il vous plaît, monsieur, j'ai une question concernant l'interaction sol-structure. Pour calculer la raideur de sol KZ, parfois les paramètres de calcul ne sont pas toujours donnés, donc on doit juste estimer. Je veux aussi profiter de votre avis sur l'hypothèse KZ sur KY. Merci d'avance. Généralement, dans les ouvrages classiques, vous avez donc Donc, si les données sont données, c'est-à-dire, comme je dis une autre fois, donc je répète encore une fois, il faut avoir un laboratoire sérieux. Avec tout mon respect au laboratoire de géotechnique, mais on a vécu des expériences de mauvais cachets, donc ils ont uniquement une petite structure qui commence à cacher des rapports d'ici et de là, mais ils n'ont pas vraiment une base, ils ne font pas d'essais, ou bien ils font des essais qui sont un peu basiques. Donc, il faut se méfier. Donc, si vous avez les données, vous pouvez demander à votre laboratoire d'estimer le KZ. Sinon, c'est pour un peu faire la comparaison, vous pouvez vous baser sur des références, comme l'ouvrage Tonnier, je crois. Il donne des données en fonction de la nature du sol. Donc, il vous donne des données approximatives des fourchettes pour faire le calcul. Si vous n'avez rien, donc vous faites un calcul rigide. C'est-à-dire, vous supposez que votre élément est rigide, vous faites comme une dalle inversée, que ce soit pour les poutres, c'est-à-dire les longues grimes, les semelles filantes sous poteau, ou bien des radiers. Lorsque vous avez des radiers, donc vous faites un calcul en rigide, c'est-à-dire vous supposez une dalle inversée sur laquelle vous appliquez la réaction du sol. Les fenêtres, les outils ne s'affichent pas, les fenêtres, s'il vous plaît, les fenêtres, voilà. On ne voit pas la fenêtre, la fenêtre, paramétrage. C'est bon, merci, très bien. Voilà. Donc, voilà, j'ai une courte question de Jonas. Lorsqu'on a un contreventement par voile, il est courant de voir que les bureaux d'études appliquent des relâchements au niveau des portiques pour faire reprendre les moments de flexion sismique au voile. Ma question est de savoir si ça traduit la réalité d'avoir des moments nuls au niveau du contact poteau-poutre, puisque dans le livre Tonnier, du fait qu'une certaine rigidité entre le poutre et le poteau à un moment qui est même faible, il n'est pas négligeable. Moi, je ne fais pas ça. Donc, ce que je fais, moi, comme je dis, c'est aussi un point de divergence. Ce que j'essaie de faire, c'est, j'ai un contreventement par voile, je multiplie l'action du voile, j'enregistre un autre modèle, c'est-à-dire, je dégage tout d'abord la situation actuelle, c'est-à-dire, certainement, les poteaux vont reprendre une partie de l'effort sismique dans le modèle réel.
disons que c'est 40% ou bien 30% de l'effort sismique. Donc, si j'ai au total, par exemple, 100 tonnes comme effort tranchant à la base, les voiles vont en prendre 70 et les poteaux vont en prendre, disons, 30 tonnes 30 tonnes dans la totalité. Donc, ce que je fais, je crée un autre modèle et je majore l'effort sismique de façon à avoir les 100 tonnes sur les voiles. Je calcule mes voiles et mes fondations des voiles pour reprendre les 100 tonnes et je reviens à mon modèle initial et je fais le calcul statique tout en respectant les dispositions sismiques sur les éléments de structure. Mais cette question de relâchement, je n'ai jamais fait ça. Donc, je ne sais pas est-ce que c'est pertinent ou pas, mais ils essayent un peu de traduire la réalité. Mais dans la réalité, nous avons des encastrements, nous avons des nœuds qui doivent être rigidifiés, une densification du ferraillage au niveau des appuis. Donc, on ne peut pas dire que c'est un relâchement. Donc, on ne peut pas dire que c'est un relâchement. Donc, ce qu'on fait, c'est de faire supporter les voiles, la totalité de l'effort dans un autre modèle, calculer les voiles sur ce nouveau modèle et revenir au modèle initial pour calculer les poteaux et les poutres dans le modèle statique, c'est-à-dire LULS. Existe une méthode pour générer automatiquement la charge du vent selon le code 3 en 3D dans le cas des structures complexes, sans portique. Sinon, comment appliquer un vent diagonal 45? Malheureusement, sur Robot, non, ça n'existe pas. Donc, c'est uniquement la NV65. Un camarade, donc c'est M. Chafiqi, qui prépare une thèse de doctorat sur l'effet du vent sur la fatigue des pans. Et il a établi une corrélation entre la NV65 et le code 1. Donc, si vous pouvez me contacter pour vous envoyer le résultat de sa thèse, qui fait une corrélation, c'est-à-dire vous prenez les paramètres de l'Eurocode 1 pour essayer de faire la modélisation selon la NV65 pour générer la charge du vent, tenant compte de l'action, c'est-à-dire de trouver une corrélation entre les deux pour générer la charge du vent sur le modèle, mais en utilisant la norme NV65, bien sûr avec cette corrélation. Il a fait une étude vraiment très sérieuse pour faire cette liaison. Et le robot aujourd'hui, jusqu'à présent, il ne permet pas de faire ça, de générer une charge sur le modèle 3D, c'est uniquement sur le modèle 2D. Pardon, ici, je reviens. Donc, je reviens à ma formation, pardon, je reviens à la formation et je continue les questions, la réponse aux questions. Voilà, donc c'est le plan de la formation, donc c'est un webinaire et en sorte une introduction à cette formation. Je vais traiter 4 parties. Donc, j'ai fait l'introduction à cette première partie dans laquelle on va voir l'incidence de la visite des lieux et la collecte des données. Donc, ils sont… Oui, Mahba, avec grand plaisir. Donc, on va juste régler ce petit problème et nous y reviendrons à vos questions, Inch'Allah. Donc, avec grand plaisir, monsieur Mahba. Mahba, c'est Omar. Donc, je vous souhaite la bienvenue, Inch'Allah. Donc, il y a déjà, donc, pour parler de la formation, donc, déjà un tiers des places sont déjà réservées donc, pour la formation. Donc, il reste encore quelques places, bien sûr, dans cette formation-là organisée sur le logiciel robot en collaboration avec Sismail. Donc, ça commencera le lundi prochain, Inch'Allah, le 2 décembre. Donc, ça va commencer, Inch'Allah. Ça sera sur 2 heures bien sûr, sur un volume horaire de 12 heures. Voilà. Mais sinon, on peut revenir vers le détail. Et aussi, vous pouvez contacter donc l'équipe responsable de la formation. Donc, on peut repartager bien sûr le contact WhatsApp. Essayez de les contacter sur WhatsApp. Donc, ils vont vous envoyer bien sûr toutes les informations nécessaires, que ce soit le document détaillant la formation, le déroulement, tout ce qui est modalité bien sûr, pour rejoindre la formation et tout. Donc, vous pouvez nous contacter pour avoir toutes ces informations, Inch'Allah. Ah, d'accord. Donc, je pense que c'est Ismaël qui a un problème. Donc, c'est pas grave. Je peux partager avec vous un document descriptif de la formation. Peut-être Ismaël, il a juste un petit problème. Donc, ça va être réglé, Inch'Allah. Donc, je pense que vous arrivez à voir le document. Donc, c'est un document très détaillé sur la formation. On peut vous l'envoyer. Il suffit juste de contacter l'équipe qui gère la formation actuellement. Voilà, donc c'est la formation elle est intitulée Étude complète, statique et dynamique, donc selon la RPS 2011 d'un bâtiment sur robot RSA. Donc voilà, donc on peut avoir ici donc une fiche de la formation contenant les modules, les grands modules qu'on va voir dans la formation bien sûr. On peut vous l'envoyer. Ça c'est, vous trouvez le détail bien sûr. Donc ici le public ciblé, le volume horaire, c'est comme j'ai indiqué, c'est 12 heures de formation sur 2 semaines. Donc, les licences vont être organisées donc, durant le soir pour permettre à toute personne d'assister sans aucun problème. C'est des séances light. Donc, chaque 2 jours, on fait une séance de 2 heures pour bien sûr faire un avancement et en même temps faire la pratique sur le logiciel. Donc, c'est ça, donc, on va dire,
la méthode qu'on a testée sur des dizaines de formations et ça fonctionnait très bien, ça donnait de très bons résultats. Donc, ce sera la même chose pour cette formation. Donc, ça, c'est les modules. Voilà. Donc, on peut avoir ici, bien sûr, le déroulement, les objectifs de la formation, les prérequis aussi. Donc, pour les personnes qui ont posé des questions sur les prérequis, donc le document et détaille tout ça. Le projet sur lequel on va travailler, bien sûr. Donc, on explique là même les raisons de ce choix-là. Et donc, vous pouvez nous contacter, bien sûr. Donc, il y a déjà un lien sur WhatsApp. Mais sinon, on peut vous envoyer ce document-là très détaillé. Vous pouvez nous suivre sur, bien sûr, les réseaux sociaux, YouTube, bien sûr, LinkedIn, Instagram et tout. Voilà. Juste pour indiquer donc une chose, voilà. Donc, normalement, pour cette formation, comme j'ai dit déjà, donc un tiers des places, il est déjà réservé. Donc, il y a plusieurs inscrits avec nous actuellement. D'accord, il reste 2 tiers de la formation. Donc, voilà, vous pouvez contacter notre équipe, bien sûr, pour vous donner plus de détails. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc, il y avait une réduction de 30% sur la formation. Donc, ça va être décalé vers le vendredi prochain. D'accord? Donc, réduction moins 30% sur la formation. D'accord? Donc, ça va être comme date limite pour en profiter, c'est le vendredi à 20h. D'accord? Donc, ça sera bien sûr exclusivement pour vous. Donc, donc on va décaler bien sûr, cette réduction-là pour bien sûr réserver votre place. Bien sûr, on a deux limites. On a la limite de place et aussi la limite de fin de réduction ici, de fin d'inscription. Parce que, comme j'ai dit, la formation normalement commence le 2 décembre. C'est le lundi prochain en fait. D'accord? Le lundi prochain, on aura la première séance. D'accord. Pour ce webinaire-là, il est enregistré. Donc, une fois l'équipe montage va le préparer, bien sûr, on va le partager avec vous par email ou bien sûr les différents groupes WhatsApp. Voilà. Donc, Sismaël, est-ce que vous pouvez voilà, encore participer? D'accord. C'est pas grave, Sismaël. Donc, c'est parfait. Donc, je pense tout est bon. Donc, voilà. Pour le détail, pour on va dire le mind map de la formation, on peut vous l'envoyer. C'est juste de contacter l'équipe. Voilà, nous avons renvoyé le lien WhatsApp. C'est de les contacter, ils vont vous offrir et vous envoyer toutes les informations nécessaires. Donc, je remercie Sismaël pour d'avoir partagé et participé, bien sûr, à ce webinaire qui a été très riche. Pour vos questions, donc, comme j'ai dit, le webinaire, c'était juste, on va dire, pour vous donner une idée sur le logiciel et quelques cas pratiques. Mais sinon, le détail, ça sera traité dans la formation. Dans la formation, vous aurez même accès au micro pour vous poser vos questions. Bien sûr, ça sera une formation interactive. Donc, pour vous donner une idée sur les points que vous allez, bien sûr, profiter dans la formation. Déjà, vous aurez les séances live avec Sismaël. C'est en mode live, interactif. Vous pouvez poser toutes vos questions sur le sujet de la formation. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, vous aurez les enregistrements de la formation sur notre plateforme e-learning pour y accéder, bien sûr, pour revoir et appliquer. Et bien sûr, la troisième des choses, c'est tout ce qui est documentation, tout ce qui est, bien sûr, normes, tout ce qui est nécessaire, bien sûr, pour aussi avancer dans la formation et aussi pratiquer les données et tout. Donc, ça, on va le mettre, bien sûr, à votre disposition. Et si vous faites l'offre 1, donc normalement, on a 2 offres. On a l'offre qui est formation live plus les enregistrements et nous avons une deuxième offre concernant juste les enregistrements, bien la formation enregistrée. Si vous faites, bien sûr, la première offre, eh bien, vous aurez aussi un certificat de formation offert par la société Meet Academy. D'accord? Voilà. Donc, je vous remercie pour votre participation et je remercie infiniment M. Smaïl pour ce partage de connaissances qui a été très bénéfique, bien sûr, pour tout le monde, Inch'Allah. Et je vous donne rendez-vous dans la formation. Et n'oubliez pas la réduction. Comme j'ai dit, il est valable seulement donc d'ici le vendredi à 20h. D'accord? Et aussi, c'est de réserver votre place le plus tôt possible pour bien sûr ne pas bien sûr dépasser la limite. Donc, nous avons une limite de place, bien sûr, déjà un tiers est déjà réservé. Voilà, merci beaucoup. Et voilà, je vous souhaite un très bon courage et on se donne rendez-vous dans la formation, Inch'Allah. Salam alaikum.